Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. J'espère que vous allez bien. On prend sa petite boisson rafraîchissante ou chaude, comme vous le voulez, peu importe. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui m'intéressait beaucoup, dont j'avais envie de vous parler et qui, je pense, va vous intéresser, surtout pour les personnes qui débutent dans l'entrepreneuriat. Et je voulais parler du fait, si je devais tout recommencer à zéro, qu'est-ce que je ferais? Et en fait, je trouve ça super intéressant de se poser la question. De là, j'ai actuellement, d'ici un mois et demi, même pas, j'ai 3 ans, qu'est-ce que je raconte? 2 ans d'entrepreneuriat, parce que je me suis lancée à temps plein en janvier 2022, et je me dis quelles sont les choses que j'aurais faites différemment. Parce que c'est vrai qu'au début, j'ai commencé en plus en tant qu'assistante virtuelle, assistante digitale. J'ai fait des erreurs avec des clients, des erreurs qui m'ont mis moi mal, qui auraient pu être mieux faites pour certains clients, ou mieux organisées, etc. Mais bon, je débutais, donc c'est des erreurs, je pense, qui m'ont permis d'être aujourd'hui celle que je suis, celle qui se met des limites et qui ne passe plus au-dessus de ses limites. Donc voilà. Une chose déjà que j'aurais fait différemment, c'est m'écouter. Il y a de nombreuses collaborations à qui j'ai pas osé dire non, parce que personne n'avait l'air emballé, etc. Ou parce que moi, sur le moment, je me dis, bah cool, une nouvelle collaboration, tout court. Alors qu'en fait, le feeling passait pas forcément. C'était pas un domaine dans lequel je travaillais, que j'aimais bien travailler, dans le domaine dans lequel je m'étais dit que j'allais travailler. Et du coup, c'est des collabs, je m'étais dit, bah oui, je prends, je vais faire ça et on verra. Au début, je travaillais beaucoup et j'ai démarré un tarif horaire, dont je ne dirais même pas le montant parce que c'est genre impossible de faire à ce tarif-là. Pour vivre, c'est impossible, ou alors il faut se crever à la tâche. Mais j'ai commencé un tarif horaire où dès que j'ai voulu augmenter, en fait, les personnes sont toutes parties. Et je me suis dit, en fait, on ne me prend pas pour mes compétences, on me prend juste pour un tarif horaire. Et ça, je ne voulais pas. Je ne voulais pas du tout parce que ce tarif horaire ne représentait pas du tout ce que je pouvais apporter. Et je ne montrais pas réellement ce que je pouvais apporter parce que c'était vraiment des petites missions du style routine d'engagement, où en fait c'était des messages préconçus, donc pas vraiment de possibilité de montrer ce dont j'étais capable. Et donc vraiment oui, ce côté feeling ou même ce côté accepter des collabs que j'aimais pas forcément, mais j'étais encore un peu en mode salarié, genre bah je fais parce que on me propose, c'est toujours sympa, donc je le fais quand même. Et bon, ça c'est avec le temps que j'ai pris un peu ce pli de dire bah telle mission je ne fais plus, à partir de tel mois j'arrête cette mission, et je prévenais mes clients comme ça. Mais j'ai été très déçue quand même quand j'ai voulu augmenter mon tarif horaire pour être rentable, en fait, hein, quand même. Parce que le but d'être entrepreneur, c'est d'être rentable, de payer ses factures. Ben en fait, j'ai la moitié de mes clients qui m'a lâché, d'autres qui ont continué avec moi sans problème. Et donc déjà de fixer un bon tarif horaire dès le début, je pense que c'est super important. Clairement, en tant qu'assistante, je vous le dis à toutes, mais c'est minimum 35 € de l'heure pour être rentable. Peu importe que vous sentiez légitime ou non, c'est 35 € de l'heure, point barre. Si il y a des assistantes qui facturent moins, c'est parce qu'elles sont mal renseignées. Elles débutent, elles croient que c'est un tarif à faire pour débuter. Alors on peut le faire, attention, avec des clients qui ne seront pas contre d'augmenter par la suite et qui ne seront pas... Enfin, il faut le sentir. C'est très compliqué au début de le sentir, ce genre de clients qui vont être hyper open à augmenter les prix par la suite, etc. Mais bien prévenir que si on commence à un tarif horaire à moins de 35 € de l'heure, on va augmenter. Je te propose ce tarif parce que je débute, mais je compte augmenter au fur et à mesure des mois qui vont passer. Surtout qu'au début, en fait, on se forme blindé, donc c'est pas les compétences qui nous manquent. On est en pleine soif d'apprentissage, donc on apprend quasi tous les jours. Mais donc voilà, déjà ça. Une autre chose, si je devais recommencer à zéro, c'est me mettre des horaires. Genre, il est hors de question qu'après telle heure, je réponde, etc. Ça, j'ai fait beaucoup l'erreur au début, de répondre le soir quand on m'envoyait des messages, etc. À un moment donné, en fait, on n'a plus de vie. Et en fait, c'est très compliqué parce que j'en parlais avec une élève dans justement System New Power. C'est que, en fait, quand on est salarié, on bouge de chez nous, on va dans un bureau, on fait nos tâches, 16h, 17h, 18h, peu importe l'heure à laquelle vous finissez. Vous finissez, vous éteignez votre ordi, vous rentrez chez vous, vous avez votre deuxième vie qui commence. Quand on est entrepreneur, en fait, on n'a pas de 2, 3, 4 vies, on a une seule vie avec plein de facettes dedans. On est entrepreneur tous les jours, on est entrepreneur la nuit, ça qui nous empêche de dormir, on est entrepreneur aussi les week-ends, on pense à tout le temps plein de trucs. Il suffit qu'on déconnecte à peine une après-midi, on a la blinde d'idées qui nous viennent en tête et on a envie de se relancer absolument à travailler, ce qui est très compliqué à gérer. Et elle me parlait qu'elle faisait des tâches canapé. Alors je vais pas lui jeter la pierre, j'en fais aussi, il y a des périodes où en lancement je me sens ok
compliqué de les faire. Déjà, si Manu passe par là, elle va me trucider. Elle est absolument contre les tâches canapé parce qu'en fait, un canapé, on est censé profiter du canapé, de la télé, de notre chérie, de notre famille, de nos enfants, tout ce que vous voulez, et pas d'être occupé à autre chose. Alors peut-être qu'au début, ça va pas déranger, mais en fait, il faut bien se mettre des limites, profiter pour être plus en forme par la suite, pour après, ben justement, quand on revient sur notre ordi pour bosser, d'être en forme. Si on a des idées qui nous passent le soir, comme cette élève, elle prend un petit carnet à côté d'elle et elle note tout. Je trouve ça une super idée, ça permet de libérer l'esprit et de pas se tracasser en mode «Oh vite, je vais aller sur mon ordi le noter» et puis après «Ah mince, je devais faire ça, il faut que je fasse ça». Non, il faut absolument avoir cet équilibre vie pro, vie perso parce que quand on commence, ça va, on kiffe, on est dans un nouveau projet, on adore ça. Mais en fait, il faut vraiment se forcer à ne pas bosser pour que ensuite on puisse avoir cet équilibre en fait vie pro, vie perso. Vie pro, vie perso, oui, je le dis bien. Parce qu'en fait, à long terme, c'est pas faisable. Moi, pendant quasi un an, je l'ai fait à travailler les soirs, à travailler les week-ends, à travailler tout le temps. Et en fait, à un moment donné, il y avait des semaines, j'avais même pas envie de travailler parce qu'on travaille trop. Donc vraiment avoir cet équilibre ou s'il y a des moments où ça vous dérange pas, vous avez des projets que vous devez terminer. Moi, je parle notamment de ma formation prospection bienveillante qui est sortie le 13 novembre. Ben, le week-end et la semaine avant, le soir, si j'avais des trucs à terminer, c'était du montage, des choses comme ça. Je terminais en fait. Je terminais le soir si ça me dérangeait pas. Si j'avais pas envie, je le faisais pas. Faut pas se forcer en fait. Là, on est là. L'entrepreneuriat, on devient entrepreneuse, entrepreneur pour être beaucoup plus libre. C'est pas pour après se remettre des contraintes soi-même. Parce que clairement, qu'on se le dise, on est notre pire patron. Donc clairement, avoir un équilibre vie pro, vie perso, se mettre des limites, se mettre un horaire, ne plus répondre à partir d'une telle heure et prévenir nos clients aussi. Hein. La communication, super important. Prévenir nos clients, après 17h, tu n'auras pas de réponse de ma part. C'est comme ça. Le monde ne va pas s'écrouler. Donc clairement, tu n'auras pas de réponse de ma part après 17h ou après l'heure que vous décidez, hein, clairement qu'on se le dise. Donc voilà. Maintenant, plus en stratégie, tout ce que j'aurais fait au début, c'est que moi je me suis lancée en faisant que de la presta. Dès le départ, moi je vous conseille déjà de mettre en place votre tunnel de vente. Vous ne faites pas que de la presta. Et pour trouver des nouveaux clients en presta, c'est bien de proposer aussi des petits produits gratuits qui peuvent les aider. Ça peut être un template Notion que vous utilisez dans vos collaborations, ça peut être une to-do list, enfin, ça peut être n'importe quoi qui soit en lien forcément avec votre offre, votre prestation. Mais moi, ce que je ferais aussi, ce serait vendre des petits produits, genre 30, 40 euros, 50 euros max. Vraiment des petits produits pour dire d'avoir des mini rentrées d'argent parce qu'en fait, 47 plus 47 plus 47, ça fait des petits produits, ça fait des petits plus, des petits bonus qui peuvent être non négligeables. Et donc vraiment, genre, mettre en place un produit gratuit, mettre en place un petit produit et mes prestats qui sont forcément prestats modifiables, quoi, en fonction de ce que vous proposez chacun et chacune dans votre domaine. Et aussi, bien travailler sa séquence mail de freebie pour rediriger vers le produit payant. Ça, c'est super important aussi. Et ma créa de contenu. La créa de contenu est super importante parce qu'en fait, tant que vous avez des clients, ça va. Vous n'avez pas besoin de trouver d'autres clients, de prospecter, etc. Mais en fait, si du jour au lendemain, votre client il a envie d'arrêter la collab, même si vous avez 30 jours de préavis dans vos CGV, dans votre contrat, etc., il y a des situations où vous allez préférer arrêter la collab direct d'une semaine à une autre. Et donc, vous devez avoir toujours des personnes intéressées, toujours être en train de prospecter, toujours être en train de prouver votre expertise dans votre domaine. Ça passe notamment par la création de contenu. Ça peut être Instagram, ça peut être YouTube, ça peut être peu importe la création le contenu que vous voulez créer. Mais c'est toujours important de faire de la création de contenu. Une chose aussi, c'est de forcément prospecter, mais pas n'importe comment. Bien évidemment, la prospection, c'est super important parce que ça va vous déclencher peut-être des collaborations que vous n'auriez peut-être pas trouvées tout seul sans prospecter. Alors, qu'est-ce que j'appelle la prospection? J'en ai parlé dans un épisode de podcast, notamment c'était «Je déteste prospecter» et je vous explique ma manière à moi de prospecter. Donc, en bref, moi, je n'aime pas recevoir ces messages de prospection à 2 balles. Vous le savez, si vous me suivez sur Instagram, vous voyez tous mes posts. Et du coup, j'ai mis en place une manière à moi qui me plaisait, c'est-à-dire que je vais aller parler aux personnes, mais qui viennent eux vers moi. Comment ils viennent vers moi? Déjà, quand vous avez des personnes qui s'abonnent à vous, ils ont fait un premier pas vers vous. Quand vous créez des stories, mettre un petit sondage et le fait qu'ils cliquent sur le sondage,
ils font un premier pas vers vous. Vous pouvez après créer des conversations, parler avec eux pour justement, tout simplement faire des conversations. La prospection, c'est pas tout de suite, coucou, je propose mes services. La prospection, c'est avoir des conversations avec les personnes, essayer de distinguer leurs problématiques, essayer d'observer ce qui les dérange, qu'est-ce qui les bloque dans leur business, quelles problématiques vous pouvez régler. Vraiment être attentif à ce qu'ils vous expriment. Ça peut passer par... et c'est même plus simple d'avoir des personnes dans une conversation banale qui vous expliquent leurs problématiques plutôt que coucou, quelles sont tes problématiques? Mais personne va vous répondre si vous envoyez ça. Par contre, si vous avez une conversation en mode quoi de prévu aujourd'hui, mission client ou repos, si les personnes répondent mission client, ah cool, tu travailles sur quoi? C'est quoi les missions que tu proposes? Hop, elle va parler de ses missions et ça va, t'arrives à t'organiser. C'est vrai que j'avoue, j'ai un peu du mal à m'organiser, à trouver un rythme qui me convienne, etc. Et boum, en fait, là, la personne, elle vous exprime directement. Mais parce que là, on est dans de la prospection, mais bienveillante. On est dans la prospection où, en fait, on écoute les gens, c'est des conversations. C'est prospecter, c'est juste le fait de proposer ses services. Il y a des moments où ce sera pas adéquat de proposer ses services. Et sur Instagram, on est beaucoup dans la conversation, dans la bienveillance. On discute tous les uns avec les autres et vous aurez beaucoup plus de retours de personnes avec qui vous discutez d'une discussion banale, je vais dire ça comme ça, plutôt que de dire coucou, je propose mes services, etc., etc. Il y aura des situations où vous allez pouvoir proposer vos services comme ça, mais c'est toujours mieux de commencer des conversations avec les personnes pour en fait tout simplement montrer qui vous êtes. Moi, je sais que je fais des trucs genre oh, t'es team thé ou team café? Moi, je bois pas de café et ceux qui me répondent team thé, bah cool, c'est trop cool, on a un point en commun. Mais en fait, c'est tout bête, c'est tout banal, mais c'est super important de créer cette relation avec les personnes parce qu'en fait, après, elles vous trouveront plus sympa et ce sera beaucoup plus facile après. Et en fait, on n'est pas là dans de la manipulation en mode je dois être sympa. Genre, soyez vous-même en fait. Moi, je vous parle en message privé, en vocal, à l'écrit, etc. Mais c'est la même manière que je vous parle comme ça ici en podcast, c'est la même manière que je parle à n'importe qui. En fait, je réponds de la manière où je répondrai à n'importe qui. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans cette manière de prospecter, c'est que je peux être moi-même sans devoir faire des airs, sans devoir faire des grands discours ou devoir faire attention, etc. Non, je suis juste moi-même. Et donc, c'est ça que je mets en pratique, moi, dans ma vie de tous les jours, d'entrepreneuse, sur les réseaux, etc. Et c'est aussi ce que je vous apprends à faire dans ma mini-formation prospection bienveillante, qui est une formation où je vous apprends justement mais comment on fait pour être bienveillant. Ça passe par l'écoute active. Donc, qu'est-ce que l'écoute active? L'empathie, comprendre les besoins de ses prospects. Je vous parle de tout ça. Je vous montre aussi comment créer un message de prospection si vous voulez avoir une conversation plus directe ou un contact plus direct pour la première fois avec une personne. Je vous explique comment faire le suivi de vos prospects. Je vous explique aussi à qui vous devez prospecter, donc en fonction de vous, votre client idéal. Donc franchement, je vous apprends aussi à définir votre client idéal parce que la prospection, c'est on se lance pas comme ça à envoyer le même message à n'importe qui. C'est qu'il y a de la préparation, on doit préparer son message, on doit préparer savoir à qui est-ce qu'on va communiquer, quels sont ses besoins, quelles sont les choses sur lesquelles ils ont besoin de travailler. Donc il y a ça. Je fais aussi des messages de suivi de prospection. Il y a aussi des idées de story dans ma formation, des idées de sondage. Donc tout ça, c'est dans la formation prospection bienveillante où je vous apprends vraiment en fait à prospecter aux personnes de manière tout à fait bienveillante et je fais des études de cas aussi de messages ou des trucs genre faut pas reproduire du tout. Donc voilà, je vous lance comme ça la petite info de prospection bienveillante. Si vous voulez rejoindre, je vous mets le lien dans la description. C'est une mini formation à même pas cher. Donc genre vous perdez rien, même rien que les bonus, vous êtes gagnant de prendre cette mini formation. La mini formation, à regarder toutes les vidéos, elle dure 1 heure. Donc clairement, en une après-midi, vous pouvez faire tout ça. Maintenant, il y a des choses à mettre en place, comme le travail du client idéal, etc. Mais voilà, je vous laisse donc la page de vente justement dans la description. C'est une mini formation à 57 €. Pas volé, hein. Je ne vous ruine pas. Je déteste ça. Donc voilà, si c'est un thème qui vous intéresse, je vous mets les infos dans la description. Et je pense qu'on va se laisser là aujourd'hui. Je pense que j'ai déjà parlé d'assez de choses sur lesquelles il faut faire très attention quand on commence, quand on débute dans l'entrepreneuriat. Et donc, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à le noter, à mettre un like, à commenter, tout ce que vous voulez. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Ciao!